Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, face à face aujourd'hui avec 2 auteurs et 2 livres. Alors, vous allez me dire pourquoi 2 auteurs et 2 livres? En général, il s'agit d'un livre. Eh bien non, là, écoutez, c'est très simple. On va parler de divan. On va parler de psy et de psychanalyste. Parce que 2 psychanalystes se sont penchés sur 2 hommes politiques, j'allais dire hommes politiques, femmes et hommes politiques, bien sûr, mais n'oubliez pas que la femme politique est un homme comme un autre. Je vais encore me faire absolument volatiliser. Donc, Gianpaolo Furgiuele, bonjour. 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 Bonjour Joseph. Bonjour, et vous saluez Joseph Agostini qui est là. Alors, Joseph Agostini, c'est Marine André Le Pen sur le divan, et Gianpaolo Furgiuele, c'est Jean-Luc Mélenchon sur le divan. Ça vient de paraître chez Duno, c'est le début d'une collection, et c'est très intéressant, parce que c'est assez rare pour mériter qu'on s'y attarde, c'est de prendre effectivement... de prendre que ce soit une femme politique aussi connue que Marine Le Pen, un homme politique aussi célèbre que Jean-Luc Mélenchon, et les traiter effectivement à travers l'œil, à travers le regard, à travers l'analyse psy. Et tous les 2 sont psychanalystes, je le rappelle, diplômés psychanalystes de traumatologie, c'est ça, l'Université de Paris, Joseph Agostini. Vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste et analyste praticien à l'espace analytique. Disons, 3 pour le prix d'un, hein, c'est pas mal ça. Et Gianpaolo Furgiuele, vous êtes psychanalyste, sexologue et auteur d'une thèse à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez écrit évidemment plusieurs ouvrages également. Et je voudrais savoir, d'abord, j'ai une question à vous poser à tous les 2. Chez les Américains, d'ailleurs, l'un d'entre vous en parle, on dit on n'a pas le droit de traiter psychanalytiquement quelqu'un tant qu'on ne l'a pas vu et consulté et soi-même. Alors, Joseph Agostini, alors vous avez failli à la règle? Ah non, mais vous avez lu, je sais, André Berkov. D'ailleurs, André, si je puis me permettre, moi j'avais 14 ans et je regardais Ça vous regarde sur la 5, et je sais que c'est un des seuls programmes de la 5 à la fin qui faisait plus de 10% de part de marché. Et j'aimais bien ce côté anard de gauche, parce que toutes les émissions étaient extrêmement bien huilées, trop huilées à mon goût, et Ça vous regarde, c'était une perle. Après, vous avez continué avec Français si vous saviez sur France 3. Et sachez que, voilà, moi j'ai toujours aimé ce franc-parler qui a continué, au fond, sur le service public, France 3. Et je trouvais que de passer de la 5 à France 3 avec ce type d'émission, c'était fort de café. On n'était pas à l'ère de C'est mon choix à l'époque. Hein. Certes, et aujourd'hui ce serait impossible. Mais bon, à l'époque c'était possible. Et pour répondre à votre question... Effectivement, c'est surtout pas la psychanalyse de Marine Le Pen, parce que je l'ai jamais rencontrée et je n'ai pas du tout cette prétention à être son psychanalyste. En revanche, je pars du principe qu'aujourd'hui, à l'heure où on se pose pas les vraies questions sur ce qu'est véritablement la politique, sur ce qu'est la vie, la mort, le sexe, on a besoin d'en passer par l'inconscient, on a besoin de passer par les outils freudiens ô combien contemporains pour se saisir d'une autre manière de voir les choses. Parce que c'est tellement le degré zéro de la réflexion, certaines fois ce qu'on entend finalement à la radio, à la télévision, qu'on a besoin un petit peu finalement d'être en contact avec les forces primitives de l'humain. Et c'est ça la psychanalyse au fond, c'est l'association libre, c'est l'inconscient, c'est la vie inconsciente qui nous permet, moi je crois, d'être plus proche de la vérité humaine, davantage que le blabla. Alors écoutez, en tout cas vos livres en témoignent, en tout cas ce sont des livres intéressants, sinon vous ne seriez pas là, et vraiment intéressants. Après, je voudrais juste poser la question à Gianpaolo Furgiuele. Vous n'avez pas rencontré non plus Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas pris le temps de le mettre sur le divan et de discuter avec lui. Vous aussi, vous dites, comme Joseph Agostini, vous dites, écoutez, on peut nous donner justement une grille d'analyse, une grille d'interprétation que l'on n'entend pas souvent, et c'est une bonne chose de le faire. Mais vous avez la psychanalyse au même niveau que les autres disciplines. Je pense qu'elle a le droit aussi de se pencher sur la vie politique, sur l'inconscient politique qui est dans les personnages qui sont sur scène depuis des années. Vous avez fait référence à la règle Goldwater aux États-Unis. C'est la règle pour laquelle si vous êtes psychiatre, psychanalyste et vous n'avez pas rencontrer la personne, vous ne pouvez pas donner votre analyse. En France, ce n'est pas le cas. Heureusement, la psychanalyse relève plus des sciences humaines que de la médecine. On reste fidèle aux sources, Joseph, en France.
Et donc, on assume pleinement le choix de la psychanalyse, et en ce qui me concerne également des références, des renvois aux autres sciences humaines, pour analyser, interpréter, fournir une grille d'interprétation comme outil pour le public, différemment des autres disciplines. Et c'est vrai, et on va en parler parce qu'effectivement, écoutez, moi qui suis la politique depuis, vous l'avez dit, ça ne me rajeunit pas, quelques décennies, mais c'est vrai que vos 2 livres, c'est très intéressant, en tout cas, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais vous apportez effectivement des éclairages qui sont très intéressants. Joseph Agostini, on va commencer par vous, on va poursuivre avec Mélenchon, mais Marine Le Pen, évidemment, là, vous aviez, comment dire, un gisement aurifère, quoi. Absolument. Alors, oui, j'avais l'impression qu'elle était faite pour être analysée en quelque sorte, Marine Le Pen. Parce que c'est vrai que... Alors, toutes les vies sont plus ou moins mythologiques, au fond, quand on les scrute. Mais certaines plus que d'autres. Et c'est vrai que là, il y a un rapport au père si puissant. Hein, il y a une inculcation culturelle dès le départ, au fond. Hein, elle est comme façonnée par l'idéal parental dès le départ, dès son baptême en 1968 à l'église de la Madeleine. Il y a cette idée que il y a une sorte d'impossibilité d'en découdre finalement avec son destin de femme politique. Mais ce qui est fou aussi, vous racontez quand même, dès le départ, vous êtes la fille Le Pen, elle était quand même extrêmement, je dirais, quel que soit ce qu'on peut penser d'elle, elle était maltraitée à l'école, enfin on l'était persécutée. Du moins. Ensuite, il y a cette explosion, racontez-le quand même, à 8 ans, et ils sont chez eux, et la maison, l'appartement explose. Et le caniche est vitrifié sur le canapé. Et le caniche vitrifié oui, sur absolument. le canapé, ce qui n'est pas rien, oui. Oui. Et alors justement, parlez-nous, qu'est-ce qu'au fond, aujourd'hui, avec le recul, parce qu'elle a été, le père inculqué, puis elle a tué le père un peu beaucoup plus tard, elle a la dédiabolisation, etc. Et au fond, en regardant, c'est quoi? C'est un destin qui a été marqué au fer rouge par le père, vous diriez? C'est-à-dire, moi j'ai vraiment le sentiment d'une entrave. Marine Le Pen n'a jamais été véritablement dans son désir, du moins à partir de tout le matériau que j'ai lu, littéraire, et radio, et télé... Voilà. Il y avait tout le reste, voilà. Il y avait cette idée, il y a cette idée quand même persistante qu'à chaque fois elle est invalidée dans son désir personnel. Comme vous le dites, elle est épinglée déjà au signifiant fille de facho à 5 ans et demi. Enfin, il y a quand même cette idée que tout de suite, on la range sur une armoire. On la met l'étiquette, assignée à résidence, quoi. Assignée à résidence, absolument. Et tout au long de sa vie, parce que ça dure, cette histoire. Et elle devient avocate, elle peut pas faire son métier parce que c'est une Le Pen. Elle n'a pas de clients. Donc, elle est tout de suite, immédiatement, ramenée à son identité. Elle va travailler à un moment donné au cabinet juridique du Front National. Et à chaque fois, voilà, elle veut devenir photographe. Et elle est comme ramenée dans un contre-flot, sa biographie. Elle raconte qu'elle ne peut pas, elle ne s'autorise pas en quelque sorte à faire un pas de côté. Et alors ça c'est le comble quand même, l'ironie du sort, c'est qu'au fond elle en a le charisme. Elle est dotée d'une cape. Il y a une sorte comme ça d'identité profondément médiatique chez elle, de gouaille, de manière de parler, il y a cette voix, il y a cette blondeur, il y a cette présence qui fait qu'elle est en quelque sorte là aussi physiquement sommée d'être une femme politique. Elle peut pas s'en sortir parce qu'au fond quelqu'un de... Mais elle avait envie, vous croyez pas? Elle avait envie de politique. Moi je crois qu'elle avait envie de plaire au père, elle avait envie de montrer quelque chose de cet ordre-là. Mais je pense que son désir profond n'était pas là. Et c'est ce qui explique aussi tout au long, finalement, cette impossible dédiabolisation, cette impossible, en quelque sorte, retrouvaille avec le père aussi. Parce que finalement, il y a toujours quelque chose qui met en échec aussi ce lien. Il n'y a pas eu de retrouvaille. Non, absolument. Et justement, c'est ça qui montre bien qu'au fond, elle n'est pas dans son désir véritable. Vous savez, moi j'ai des patients, et ça c'est vrai, la psychanalyse l'atteste tous les jours. Quand on est dans son désir, on réussit quelque chose et ça se voit. Il y a quelque chose qui se sent. Il y a une forme de continuité, de cohérence, vous voyez, dans sa vie personnelle. On suit un fil rouge. Marine Le Pen, il n'y a pas de fil rouge. Il y a toujours, c'est cabossé, c'est toujours scandé par des manœuvres, des idées, des stratégies, mais
on peut pas suivre. Il n'y a pas quelque chose qui vient donner une continuité à son destin de femme politique. On va en parler, on va continuer à en parler, et puis on va parler évidemment de Jean-Luc Mélenchon, autre personnage tout à fait passionnant avec Gianpaolo Forgione. Juste après cette petite pause, on se retrouve dans 2 minutes. Et si vous avez des questions évidemment à poser aux psychanalystes, vous savez, 0826 300 300. Et n'oubliez jamais que quand vous rencontrez un psychanalyste, vous lui dire bonjour, comment je vais. Oui, c'est ça. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et oui, vous êtes gâtés aujourd'hui, auditeur de France Info. 2 politiques sur le divan. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, alors lui aussi, c'est autre chose, évidemment, mais c'est évidemment passionnant. Et vous en parlez, vous racontez aussi, Gianpaolo Forgione, la naissance Tanger, le fait qu'il était dans un milieu effectivement très diversifié, très créolisé comme il dit aujourd'hui. Enfin, à l'époque, on ne disait pas ça, bien sûr. Vous racontez tout ça, et puis vous racontez quelque chose dont personne nous parle ou très peu. C'est la relative surdité. Vous disiez, il n'entend pas bien, et il a raconté effectivement sur le divan, là du coup, de Marc-Olivier Fogiel, mais qui n'est pas psychanalyste, qui est journaliste. Et dites-moi, ce que ça dit, tout cela, de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Gianpaolo ? Donc, par rapport à la question d'être malentendant, c'est quelque chose qui a façonné aussi sa posture politique. Ouais. Il le dit et on le voit aussi dans ses discours. Par exemple, être malentendant dans son cas, ça l'a amené à être toujours dans l'utilisation du langage comme une riposte. Il est toujours à l'attaque, il a toujours l'impression d'être agressé par quelqu'un, il a l'impression qu'on lui tombe dessus. C'est ce qu'il dit dans ses interviews. Et autre chose aussi, je pense, cette question d'être malentendant aussi a façonné aussi un autre discours, c'est celui de la 6e République. Ah oui. Pourquoi, une 6e République... ça, c'est l'interprétation que je donne. Après, en analyse, vous savez, soit vous acceptez l'analyse, soit vous la laissez. Soit on prend, soit on laisse. Mais je crois aussi que l'utilisation du langage qu'il fait, les mots qu'il emploie, par exemple, place de la République, il dit on veut une République qui écoute tout le monde, une République qui entend les vrais besoins des citoyens. Donc, la récurrence de certains mots peuvent quand même être impactés aussi par cette question de la surdité partielle, si vous voulez. Et autre chose aussi, à mon avis, influence aussi la création de sa posture. Dans ces cas-là, il a besoin d'être dans une maîtrise du langage, être aussi dans une maîtrise de la façon de se montrer, de se présenter en public. Donc, il lui donne la possibilité de créer une posture, d'être dans la performance et d'essayer de tout maîtriser. C'est pour cette raison que des fois, on voit Jean-Luc Mélenchon à l'attaque. On le voit dans un très langage... On le voit très souvent à l'attaque, Gianpaolo. Assez souvent, assez souvent. Au moins, c'est ça. Pas forcément vis-à-vis des journalistes, mais on le voit aussi lors des meetings, par exemple. Bien sûr. Il est dans une performance. J'en parle énormément aussi par rapport à l'affiliation qu'il essaye de créer avec des personnages historiques. Ils sont toujours les mêmes personnages historiques d'une certaine période historique de ce pays. Par exemple, donnez-nous des exemples. Je vous fais un exemple. Robespierre. Robespierre, c'est moi, il disait il n'y a pas longtemps. La figure de Robespierre revient souvent dans ses discours et il revient, la figure de Robespierre, mais également celle de Jean-Paul Marat, si vous voulez. Oui. La figure de Robespierre, qu'il a essayé aussi d'adoucir, de dire non, mais c'était un peu le bouc émissaire de l'historiographie qu'il a pris comme cible, comme responsable de la terreur, etc. Donc, en lui, il voit déjà la gestion du pouvoir. Donc, il voit aussi cette sorte de projection qu'il fait vis-à-vis de Robespierre, mais aussi dans le contexte. Donc là, il y a mon analyse. J'ai dit simplement que je pense que les références, l'affiliation qu'il essaie d'entamer, de créer avec des personnages historiques, n'est pas toujours cohérent.
pour plusieurs raisons. D'ailleurs, quand on choisit son parent, on ne choisit pas n'importe quel parent. On va le choisir également par des valeurs, par une vision idéologique de la société. Donc, Robespierre a eu la maîtrise du pouvoir. Oui, il est tombé aussi pour cette maîtrise du pouvoir, par l'excès du pouvoir. La terreur. C'est pas le cas voilà. On parle de 30 000 personnes condamnées à mort sous Robespierre. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Non. Jean-Luc Mélenchon redoute le pouvoir. C'est pour ça que je donne les titres en chapitre trôner et trône au pouvoir, aux phobies. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression... Vous dites qu'il redoute le pouvoir. Oui, c'est intéressant. Absolument. Ouais. Pourquoi, à votre avis? Parce que dans la maîtrise... Alors, il faut avoir la maîtrise du pouvoir, si vous voulez. Il faut être dans la nuance. Le pouvoir, c'est l'objectif ultime, c'est-à-dire gagner les élections. Donc, quelqu'un parlait de lui comme un éternel, si vous voulez, deuxième ou troisième. Voilà, on est toujours dans cette vision-là. Et il faut maîtrise déjà, nuance sur le langage, nuance sur les relations que vous avez vis-à-vis des autres. Et il faut également maîtrise de l'équipe que vous dirigez. Parce que vous n'arrivez pas au pouvoir seul, vous arrivez avec quelqu'un. Et j'ai l'impression aussi que, si vous voulez, en suivant Saint-Augustin, vu que c'est la période de Saint-Augustin qui revient souvent dans les discours, le bonheur, c'est dans ce que l'on possède, j'ai l'impression, chez Georges Mélenchon. J'ai l'impression qu'il tire jouissance par l'état actuel des choses. Vous voyez ? On va en parler, on va continuer d'en parler avec vous et avec Joseph Agostini pour Marine Le Pen. C'est intéressant, vous voyez, aujourd'hui, on est sur le divan, on écoute les psys, et c'est intéressant parce que ça donne une autre grille. Et la pluralité des grilles fait la lucidité de la chose. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et vous-même, si vous voulez vous faire psychanalyser, non, je plaisante, 0826 300 300. Marine Le Pen sur le divan par Joseph Agostini et Jean-Luc Mélenchon sur le divan par Gianpaolo Forgiuele. Joseph Agostini, quand même, aujourd'hui, on est en 2025, ce sont les prochaines présidentielles, sans faire justement, et c'est pas votre rôle du tout, de prédiction ou de lire dans le marque de café. J'aurais bien aimé. Oui, ça aurait été bien. C'est pas possible. Non, mais alors, justement, où en est Marine Le Pen après ce qu'il y a eu, cette exécution provisoire, vous savez, par rapport aux attachés parlementaires? D'ailleurs, je vous laisse goûter le terme, exécution provisoire. Fabuleux, en la matière, fabuleux. On n'a pas mieux dit. On vous tranche la tête, mais vous pourrez quand même vous présenter. Et il repousse. Voilà, il repousse. Oui. Non, c'est vrai que des fois les mots, et vous avez raison il ne faut pas être en mauvais terme avec les mots, et c'est pas le cas. Absolument. Mais alors justement, aujourd'hui, Marine Le Pen, qui a fait la démobilisation, qui a montré qui se fait fort de dire, on a eu 12 millions d'électeurs aux dernières élections, etc. Où elle en est aujourd'hui, d'après vous? Elle en est, je crois, à ce que j'ai, moi, lu entre les lignes, parce que c'est ça, finalement. On nous paye pour ça, les psychanalystes. On nous paye, vous parlez, puis nous, on entend autre chose. Vous lisez entre les lignes et vous écoutez entre les mots. Exactement, voilà. C'est ce qu'il y a derrière les mots. Du moins, on essaye. Et moi, ce que j'ai lu entre les mots, c'est que Marine Le Pen, vous voyez, elle en a jusque-là de la politique. C'est-à-dire, il y a quand même un artisanat qui s'est mis en place, des habitudes électoralistes, parce que c'est ça, quand même, la politique. Et puis, bon, en quelque sorte, on lui demande, au fond. J'ai été très choqué, par exemple, vous voyez, à la mort de son père. Marine Le Pen a dit qu'elle avait regretté de l'exclure. Et c'est une remarque qui m'a frappé, dans la mesure où je me suis dit, alors, si elle est capable de le dire, parce que c'est une chose de le dire sur l'oreiller, et c'est autre chose de le déclarer. Et ça m'a, en quelque sorte, je me suis dit, mais alors, tout n'est que démagogie. Tout n'est que discours, tout n'est que communication. En 2015, c'était aussi de la communication que de l'exclure. Parce que c'est ça, au fond. Si elle regrette et si elle le dit, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, il est de bon ton de le regretter. Ça veut dire qu'à l'époque, elle avait fait la comédie, etc. ou pas? Où est la comédie? Où est la comédie? C'est aujourd'hui ou en 2015? Il y a Jeanne d'Arc au secours de Le Pen, moi Shakespeare au secours. C'est-à-dire, où est le théâtre, là?
en 2015, aujourd'hui, peut-être dans les deux. Et je crois que, voilà, et pour répondre à votre question, je crois qu'il est bien plus facile de faire du théâtre politique quand on s'appelle Éric Zemmour ou Marion Maréchal, parce que Marion Maréchal, c'est moins brûlant, c'est pas la fille. Hein. Et je trouve qu'être l'enfant, vous voyez, c'est cruel de faire du théâtre. Parce que, quand même, avec ses parents, on fait vœu de sincérité. Il y a quand même un lien tellement fort. Mais vous voulez dire, alors pour vous, la politique, ce n'est pas que du théâtre, quand même, Joseph Agostini. Écoutez, si, pour vous, la politique, c'est du théâtre. Non, mais il y a des phrases qui ne trompent pas. Et cette phrase-là, par exemple, son positionnement concernant l'avortement, concernant dernièrement ses dernières déclarations au sujet de la déconstruction, par exemple. Voilà. Je ne porte pas un avis sur la déconstruction. Mais d'entendre quelqu'un qui, finalement, n'a pas défilé pour le mariage pour tous en 2013, on s'en souvient, et aujourd'hui, qui nous dit, voilà, moi je suis contre la déconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce que c'est pas une forme de girouette, quelque chose comme ça, qui va juste là où le vent la porte? Et c'est ça qui m'inquiète profondément finalement dans la dimension aujourd'hui humaine du politique, du politique et de l'inconscient au fond. Si nous n'étions devenus que communication, qu'objet à destination de la communication et à destination au fond des réseaux sociaux. Puisque c'est ça en fait la question. Quel vent nous porte? Est-ce que c'est le vent d'une éthique, d'un positionnement subjectif? Le vent d'un projet quand même collectif. Absolument. Et ça change tout, même à l'échelle individuelle. Regardez, un patient qui est dans son désir, par exemple, un patient qui vient avec une envie d'être... On ne va pas chercher la dimension sacrée là. C'est profane, voilà, on aime quelqu'un, on a envie d'être avec lui. Il y a cette dimension-là, on a vraiment envie. Si on trompe son monde, si on est avec quelqu'un uniquement par intérêt financier, par exemple, ça se sent, il y a quelque chose qui pue, vous voyez. Et là, c'est pareil. Quel vent portent nos politiques? Grande question. Alors, j'allais vous dire ça. Quel vent, Giampaolo Furgiuele, quel vent aujourd'hui? Vous avez dit, c'est intéressant déjà ce que vous avez parlé sur le refus du pouvoir, ou en tout cas le refus de la tentation. Quel vent porte là aussi? On peut se poser des questions. Jean-Luc Mélenchon, allant jusqu'à la présidentielle, échouant à être au second tour à chaque fois. Les élections législatives, certes, il a gagné des députés. Aujourd'hui, avec l'histoire du Moyen-Orient, etc., et les prises de position, et les dissensions au sein de son propre parti. Ce que vous l'avez dit, Giampaolo, vous avez dit, on n'est pas seul à prendre le pouvoir, et on voit très bien, il y a eu des scissions, en tout cas une bonne partie, et au sein de la gauche, on voit bien ce qui se passe. Alors, quel vent aujourd'hui porte Jean-Luc Mélenchon? Son désir. C'est-à-dire que Joseph parlait d'amour. Moi, dans ces cas-là, je préfère employer le sujet du désir. Vous voyez? Et on est toujours des animaux désirants, finalement. Il y a toujours la quête de quelque chose qui nous échappe. C'est ça, je termine le livre en disant, on est toujours à la recherche de quelque chose qui échappe, de quelque chose qui nous pousse quand même à nous positionner dans le monde. Et chez Jean-Luc Mélenchon, je pense, il est insaisissable. Je pense que par rapport à Marine Le Pen, je vois Marine Le Pen plus lisible, si vous voulez. Jean-Luc Mélenchon plus insaisissable. On ne sait jamais trop ce qu'il pense, ce qu'il dit. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard que le sous-titre du livre, si vous voulez, c'est la provocation comme stratégie. Donc le vent, comme vous disiez, ça sera toujours la provocation. Parce qu'il tire jouissance de la scène. Dans la joute verbale, il tire jouissance. Donc c'est toujours le désir qui l'anime. Vous me direz quel désir, c'est ça l'interprétation qu'il faut faire. Quel désir, il y a, à mon avis, un désir projeté dans la figure de l'autorité. Il y a ce désir d'autorité. On le voit aussi dans le choix, comme je vous disais, de l'affiliation. Mais vous le voyez également, je pense, par les cibles de Mélenchon. Normalement, si vous êtes à la gauche radicale, on imagine avoir comme ennemi politique, si vous voulez, la droite, l'extrême droite. Chez Jean-Luc Mélenchon, l'ennemi n'est pas vraiment la droite, n'est pas non plus l'extrême droite. Il est toujours la figure de l'autorité. Donc le président Macron, qu'il avait prié de quitter donc, ses fonctions au mois de juin, et la police, par exemple, si vous voulez, en 2018, quand le siège de la France insoumise
a été perquisitionné, il s'agissait aussi d'autorité. Donc il y a toujours cette figure d'autorité, il y a toujours le nom du père, hein, si vous voulez, qui revient souvent. Mais il y a aussi, oui, Jean-Paolo, excusez-moi, je vous interromps, mais il y a aussi, d'ailleurs vous évoquez Rimbaud, etc. Mais la République, c'est moi. Là, il y a du narcissisme, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Absolument. Et vous avez bien fait à citer cet extrait-là. La République, c'est moi, mais en évidence, c'est le narcissisme qui déborde, c'est un narcissisme problématique. Hein. On est dans une surestime de soi. On est dans la maîtrise aussi du langage, hein, ça il faut le dire aussi, mais il est aussi dans un détournement de ce qu'on appelle l'énergie libidinale sur soi-même, hein, de placer des objets vers soi-même. On le voit par la posture qu'il adopte, par une sorte de manque aussi d'empathie, si vous voulez. Hein. Et la question de la République, c'est moi. Donc, ne me touche pas, parce qu'avant de dire la République, c'est moi, il a dit ne me touchez pas. Absolument. Cette phrase-là, si vous voulez, on va la retrouver dans l'histoire. On peut la traduire en latin. C'était le noli me tangere. Le noli me tangere, c'est une expression utilisée par le Christ ressuscité à Marie-Madeleine. Et traduite, ne me touche pas. C'est-à-dire que tu n'es pas digne de me toucher. Donc, reste loin de moi parce que moi, je suis dans un niveau de valeurs différents. Et donc, je pense que cette phrase-là exprime bien évidemment les niveaux de narcissisme. Autre chose qu'il faut dire, on est tous narcissiques, à des niveaux différents, mais les personnes, donc les hommes, les femmes, les gens qui travaillent en politique, le sont un peu plus, de façon très marquée. Et je pense aussi que, je ne parle pas, comme vous savez, comme j'ai dit aussi dans le livre, de narcissisme pathologique ou pas. Je dis simplement que des fois, un narcissisme peut déborder et peut commencer à être problématique, à la fois par la personne qui le vit et aussi par son environnement. Et vous avez parlé aussi de son équipe. Oui. Et on voit ce qui se passe dans son équipe en ce moment, enfin depuis quelque temps, quoi. Je veux dire, il y a des disputes, il y a des gens qui ont quitté, des gens qu'il a renvoyés lui-même, etc., quoi. Et on est dans la dynamique du populisme, si vous voulez, où la figure du leader est centrale. Hein, c'est Mélenchon, le leader. Hein, c'est Mélenchon, la base idéologique. Le leader Maximo. Si exactement, par rapport aux gens qu'il aime. Oui, exactement. Et il le dit. Hein, et quand il parle de Cuba, si vous voulez, je rapporte ce qu'il a dit dans mon livre. À Cuba, il fait bon vivre. Oui, absolument. Donc, il y a aussi, si vous voulez... Au Venezuela aussi, il fait très bon vivre. Hein. Également. C'est pour ça que je dis souvent, Jean-Luc Mélenchon parle pour convaincre, si vous voulez, comme tout politique. Mais moi, j'ai écrit pour comprendre dans ces cas-là. Alors, on va en parler justement, avant cette petite pause. Avant notre petite pause, je voudrais prendre Philippe qui nous appelle de Caen. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour à vos invités. Alors j'ai pris l'émission en route. Une précision, messieurs, j'aimerais savoir quel est le cursus d'un psychothérapeute, psychiatre ou autre. Est-ce que vous avez le statut de médecin? Je sais que ça serait intéressant, ne serait-ce que pour savoir qui peut nous traiter. Et ça va vous prendre 2 secondes. Par ailleurs, j'aurais aimé que vous puissiez compléter vos ouvrages avec, en fin de compte, là vous parlez d'une scène, une scénographie qui va se jouer dans quelques mois, on va dire, allez. Mais pourquoi pas avoir parlé de Emmanuel Macron? Ça va venir. Alors je vais vous dire, Philippe, vos 2 questions sont très pertinentes. Le problème, c'est que ça va nous prendre trop de temps. On va le traiter là-dessus. Bon, ils vont traiter Macron plus tard et d'autres. C'est le début. C'est 2 livres qui commencent une collection chez Duno. Et en septembre, octobre, il y aura d'autres livres. Mais moi, je voudrais vous dire d'ailleurs, Gianpaolo, et parlez-vous entre vous aussi. Hein, c'est pas seulement parce que j'interviens. Donc, Joseph, on se parle beaucoup déjà. Hein. Oui, je sais. On se connaît bien. C'est pour ça qu'il faut que je vous censure un peu. Hein, c'est ça. Non, il n'y a pas de censure ici à Sud Radio et ni chez moi. Mais je voudrais revenir à ça. Par exemple, par rapport à ce que dit justement Gianpaolo Foggielli et Joseph Agostini. Est-ce qu'il y a quand même chez ces ces matadors de la politique, chez ces guerrieros, appelons-le comme on veut, hein, par rapport aux grandes figures qu'on a connues,
et je parle toujours aux psy, hein, je veux dire, dans votre domaine. Par exemple, par rapport au De Gaulle d'un côté, par rapport à tel conducateur, tel chef, etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la même, je dirais, la même ferveur, la même autorité, ou ça s'est un peu perdu? Mais je vais répondre à partir de ce que posait Philippe, la question qui me paraît importante. Il a dit, vous êtes médecin, vous voyez tout de suite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une affiliation symbolique, parce que sinon, la parole n'a aucune valeur. Moi, j'ai un diplôme de psychopathologie clinique, effectivement. Je suis psychologue clinicien. Mais qu'importe, au fond, le psychanalyste a su aussi un cursus important. Oui, mais il n'est pas médecin, le psychanalyste. Mais c'est-à-dire, on est dans un monde où on a besoin aussi d'être sûr. Parce qu'il y a tellement de charlatans, il y a tellement de communication, il y a tellement de coachs à la mort moelle-nœud qui proposent, qui font des formations en 3 mois à distance. Absolument. Et Philippe a raison. Mais je crois que ça en dit long aussi sur la dimension politique, parce qu'il y a tellement aussi de branquignoles de la politique, il y a tellement de gens qui sont justement, alors je préconise pas la psychanalyse à tout le monde, quoique, mais dans le même temps je trouve que parfois ça s'agit, ça pacifie. Ces tyrans narcissiques dans les entreprises, ces gens qui n'ont strictement rien compris à l'humain, qui sont encore pour plaire à leur pauvre petite maman, d'ailleurs décédée le plus souvent. Jean-Marie Le Pen. C'est pas un peu réducteur, ça. Alors moi je pense vraiment, je vais vous dire, là, il y a un miroir narcissique dans notre société qui fonctionne à plein régime, et parfois, vous voyez, c'est un peu comme selon moi, hein, maintenant c'est mon point de vue et ce n'est que mon point de vue. Mais j'ai le sentiment qu'on fait l'impasse finalement sur le vrai diplôme, sur le vrai chemin à faire pour devenir journaliste. Là, en l'occurrence, on a parlé de votre carrière de journaliste. C'est-à-dire que on s'improvise pas, psy. Vous voyez ce que je veux dire? Et le narcissisme, c'est l'improvisation. Et en politique, j'ai le sentiment qu'on a affaire aussi à une parole un peu improvisée, vous voyez, de gens qui sont un peu parachutés là. Oui, mais c'est pas le cas. Attendez, c'est pas le cas pas le cas de Mélenchon qui a commencé sa carrière à 20 ans, à 19 ans. C'est pas le cas de Marine Le Pen qui a grandi dans le sérail. C'est vrai. Et c'est pour ça, attention, parce que qui est professionnel de quoi? Évidemment, vous allez me dire la politique. Trump était entrepreneur, milliardaire de l'immobilier. Il est devenu. Voilà, ça c'est un excellent exemple, effectivement. Mais Trump, politique, excusez-moi, mais non. Enfin, excellent businessman. Mais il y a, vous voyez, quelque chose d'un passage un peu. Mais alors, c'est vrai, vous avez raison. Pour être plus exact, je dirais qu'il y a des gens qui sont capés, et en l'occurrence Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a un vrai parcours, mais je me demande si ce monde de communication systématique fait pas un peu raccourcir les pensées, vous voyez. C'est un peu un transformateur. Et ce sont des gens qui perdent leur étoffe au fur et à mesure, parce qu'ils veulent plaire à tout prix. C'est évidemment tout le problème du politique, puisque le politique doit. Mais n'oublie pas, un psychanalyste n'a pas besoin d'être élu, un journaliste non plus, un politique, oui, c'est tout le problème. C'est vrai, mais voilà, et justement cette élection conserve encore une valeur en France et c'est heureux. C'est pour ça, on va continuer d'en parler après cette toute petite pause. 0826 300 300. Mais je voudrais qu'on creuse sur Mélenchon et sur Marine Le Pen parce que c'est très intéressant les éclairages que vous apportez. À tout de suite. Sud Radio, Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Joseph Agostini, Marine Le Pen sur le divan au nom du père. Gianpaolo Fulgiole, Jean-Luc Mélenchon sur le divan, la provocation comme stratégie, effectivement. Très intéressant, 2 livres qui viennent de paraître chez Duno sur ce qui se passe à l'intérieur, dans cette terre, dans cette terra incognita par définition de l'inconscient. Voilà, au nom du père, effectivement, et vous citez tous les deux énormément de psychanalystes, et d'ailleurs vous citez souvent Lacan, et moi j'adore Lacan parce que c'est l'almanach Vermeau. Non, j'exagère, mais les jeux de mots de Lacan m'ont toujours fait... Mais c'est dans les jeux de mots qu'il y a la vérité psychique du sujet, selon moi. Oui, Gianpaolo. Oui, tout à fait. Mais moi, je cite beaucoup Freud aussi. Donc, oui, c'est vrai. Parce que c'était une démarche aussi pour justifier la collection. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des psychanalystes dans le passé qui se sont penchés sur la vie politique. Michel Schneider, d'ailleurs, qui a fait un très bon travail. Tout à fait. Oui, et alors justement... Oui, allez-y.
Je vous écoute, Jean-Paul. C'est pour dire qu'en France, c'est quelque chose, c'est une démarche, c'est une nouvelle démarche. Oui. On avait eu des articles parus dans des quotidiens de Jacques-Alain Millet qui se penchait encore une fois sur Jean-Luc Mélenchon, mais des livres, des essais qui portaient vraiment sur des personnages. Non, ça non, je pense que c'est la première fois, au moins depuis une vingtaine d'années. Oui, non, c'est sûr. Et il y a eu, je rappelle juste, ce psychanalyste italien qui avait traité de Macron. À plusieurs reprises, je ne me rappelle plus de son nom. Tomasella, voilà, je ne sais plus, mais qui avait traité de Macron et ça avait été beaucoup répercuté en France parce qu'il avait été assez, je dirais assez dur. Enfin, je ne sais pas s'il avait raison ou pas, mais enfin, il avait été assez précis. Mais pour revenir à Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce que vous, alors je vous question, est-ce que Mélenchon comme Marine Le Pen, au fond, ils veulent le pouvoir sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il est là, parce que Mélenchon, je voudrais rappeler ça, il est vraiment, lui, dans l'agressivité, je ne fais pas un jugement de valeur, il est dans la bataille, il est pour la bataille, 6e République, etc. Il faut tout changer, il faut tout chambouler, on peut pas rester comme ça, et puis la bataille aussi avec ce qui peut se passer au Proche-Orient et tout ça. Et est-ce que c'est... Alors, pour vous, Gianpaolo, et pour vous aussi, Joseph, on n'est pas... est-ce que c'est un clientélisme? Est-ce que c'est une manière de dire, voilà, moi, ce qu'il faut que j'assure, c'est ma troupe, c'est mon armée, etc. Et puis, comme ça, j'aurai peut-être le pouvoir, à votre avis? Mais moi, je ne crois pas, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est mon analyse, je ne crois pas vraiment qu'il vise le pouvoir, si vous voulez. Ouais. Je crois vraiment qu'il est plus dans la focalisation sur lui, mais encore une fois, dû à son narcissisme, tirer plaisir de l'état actuel des choses. Il a fait 22%. Oui. Il faut se féliciter chez LFI, mais il faut dire aussi que 22%, c'est l'échec. C'est encore une fois l'échec. On est toujours confronté à l'échec chez Jean-Luc Mélenchon. Il n'arrive jamais à atteindre le but ultime, dans ces cas, les élections. Je pense qu'il est plus dans une répétition de l'échec, si vous voulez, que dans une vraie quête de pouvoir. Le pouvoir, à sa façon, il l'a. Il a son pouvoir à lui. Il est conscient d'avoir du pouvoir. Il est gourou, il est chef de... Je ne dis pas chef de bande. Il est leader. Il sait de l'être, voilà. Mais je ne crois pas non plus qu'il soit vraiment à la recherche du pouvoir politique, au pouvoir présidentiel, en tout cas. Joseph Agostini, de ce point de vue, Marine Le Pen, même chose, un peu même combat, ou même combat manqué, ou même combat entravé? Oui, Marine Le Pen, je trouve, il y a un passage, finalement, le passage le plus intéressant de sa carrière politique, à mon sens, c'est le moment où elle s'acoquine avec Florian Philippot, qui est chevènementiste, qui est homosexuel, qui est aux antipodes de Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qui fera ses gorges chaudes de cette union politique, en disant Marine n'a plus qu'à se marier avec Florian. Et ça, je trouve que c'est aussi très symptomatique de ce qui se passe. Au fond, Jean-Marie Le Pen considère en quelque sorte que Marine est mariée symboliquement à lui à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il prend ça vraiment pour une trahison sentimentale. Et c'est la confusion des langues. C'est une sorte de Babel incestuel où on ne sait plus si on parle de politique ou si on parle d'affection filiale d'un père et de sa fille. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, Marine Le Pen va se retrouver aussi dans les griffes de ces équivoques bizarres. Je me souviens aussi qu'il dit à un moment donné, une fille peut mourir avant son père. Enfin, vous vous rendez compte? Une fille peut mourir avant son père. Avant son père, oui. C'est-à-dire ce que dit Le Pen. Ce que dit Le Pen. On peut mourir avant son président. Voilà, pour être exact. Mais bon, en l'occurrence, sa fille. Il parle de sa fille. Et je trouve que là, on voit bien qu'elle a eu un père qui a mis la politique au-dessus des valeurs familiales. Et ça apparaît constamment. Et je pense qu'il y a une extrême violence psychologique qui s'abat sur les enfants qui doivent vivre avec ces espèces de maîtres dans les familles. Il n'y a pas Jean-Marie Le Pen dans les familles, quand le père a une espèce d'ascendant
voyez, permanent, et le réclame constamment. Il laisse pas vivre, hein, au fond. Et je crois il réclame à ses enfants de reconnaître ça en permanence. En permanence, ouais. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il l'a emmerdé, si je puis dire. Et d'ailleurs, elle le disait, elle utilisait ce terme d'ailleurs. Elle disait, le nom de Le Pen m'a emmerdé toute ma vie. Mais il n'y avait pas que le nom. Il y avait aussi cette espèce de... Oui, comme si elle lui devait tout. Voilà, cette dette inconsciente dont elle ne s'est jamais débarrassée. Oui, c'est très intéressant et ça donne beaucoup à lire. Moi, je voudrais vous dire, vraiment, lisez le bouquin de Giampaolo Furgelle, sur Jean-Luc Mélenchon, le livre de Joseph Agostini sur Marine Le Pen, tous deux parus aux éditions Duno, parce que ça vous apportera, et c'est peut-être le plus important, un autre éclairage. On parle toujours des politiques en termes de rapports de force. Là, oui, ce sont des rapports de force, mais ce sont des rapports de force neuronaux,